Bienvenue à la webdiffusion. N'hésitez pas à poser vos questions lors de la présentation en les inscrivant dans l'espace prévu à cet effet. Ainsi, nous pourrons y répondre à la fin de la présentation. Nous vous souhaitons une bonne webdiffusion. Bonjour tout le monde, bienvenue à la seconde édition de notre webinaire dans lequel on va vous entretenir du projet de tramway, les principes d'expropriation, les principes d'indemnisation. Évidemment, on va parler plus particulièrement du tramway, mais sauf quelques particularités, là, les principes d'expropriation demeurent les mêmes pour n'importe quel autre projet d'expropriation. Je serai accompagnée de ma collègue, Maître Audriane Belland. On va s'échanger la parole à plusieurs reprises au fil du webinaire. De notre côté, on ne vous voit pas. Par contre, il y aura une période de questions là, à la fin où vous pouvez envoyer vos questions tout au long de la présentation, mais on va y répondre à la fin spécifiquement. Donc, débutons par le premier volet qui sera la procédure d'expropriation. Alors, si on va à la prochaine slide, le principe général en matière d'expropriation, c'est l'article 952 du Code civil qui, en fait, vient dire que personne ne peut être contraint de céder sa propriété à moins que ce soit par voie d'expropriation. Une expropriation doit être faite pour une cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. Donc, c'est de ça principalement qu'on va parler ici, de quelle est cette indemnité-là à laquelle vous avez droit en matière d'expropriation. Si on se pose la question maintenant, qu'est-ce qui peut être exproprié? On peut exproprier évidemment un immeuble, c'est-à-dire un terrain qui soit bâti ou pas bâti, en totalité ou en partie. On peut exproprier aussi un démembrement du droit de propriété. Donc, ça pourrait être seulement une servitude de passage, une servitude de construction qui va être temporaire pendant la période où le tramway va se construire, besoin d'entreposer de la machinerie. Donc, c'est une servitude de construction qui, à la fin de la construction, va s'éteindre. Ça peut être une servitude de rapprochement aussi. Par exemple, si il y a une infrastructure qui passe en avant de chez vous, puis que finalement, on prend une partie de votre terrain ou peu importe, puis là, l'infrastructure devient plus près de votre immeuble, qui ferait que l'immeuble ne respecterait plus, par exemple, la marge de recul, bien, on pourrait mettre une servitude de rapprochement à l'effet que vous acceptez ça, puis que c'est une dérogation là, qui est considérée conforme parce qu'il y a une servitude de rapprochement. Et comme je l'ai dit, une expropriation, ça peut être partielle ou complète. Ça peut viser une bande de terrain, ça peut viser une propriété complète, ça peut être un mix de tout ça, une bande de terrain en avant, une bande en arrière, une servitude entre les deux. Donc, ça peut être ça peut prendre différentes formes qui va être exproprié. Évidemment, là, on parle d'expropriation, mais tout au long de notre conférence, ça va être important de garder en tête qu'à tout moment, vous pouvez vous entendre de gré à gré avec l'expropriante. Donc, l'expropriante peut vous acheter de gré à gré. Elle peut vous acheter avant de vous envoyer un avis d'expropriation. Elle peut vous envoyer un avis d'expropriation. Vous vous entendez sur une indemnité. Il n'y a pas besoin d'aller au tribunal administratif. Vous procédez au transfert de propriété de gré à gré. Donc, à tout moment, là, c'est pas parce que vous recevez un papier qui va s'appeler avis d'expropriation que c'est fini puis que vous vous embarquez dans des procédures qui vont être très longues. Vous pouvez vous entendre, peu importe le moment. Évidemment, la Ville va vous faire des offres. Elle peut vous en faire avant l'avis d'expropriation, qui ne sont pas dans le cadre du processus, puis elle peut vous en faire dans le cadre du processus d'expropriation, mais vous n'avez aucune obligation d'accepter cette offre-là. Ce qui va arriver, puis on va y revenir plus tard, c'est qu'il va y avoir une indemnité provisionnelle qui va être une partie de cette offre-là qui va vous être versée avant que le transfert de propriété puisse se passer, donc avant que la Ville devienne propriétaire. Mais ça, ce n'est pas parce que vous encaissez cette indemnité provisionnelle-là que c'est une acceptation que ça représente l'ensemble de vos dommages. Il va être possible de continuer à négocier, puis sinon, d'aller présenter votre réclamation devant le TAC pour avoir la différence de ce qui vous a déjà été versé.
Alors, pour la suite, je cède la parole à Audrey-Anne et je vais revenir par la suite. Bon, ben merci. Bonjour à tous. Alors, pour la seconde partie de la présentation, on a cru utile de vous entretenir un petit peu sur comment ça se déroule une expropriation, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les étapes et à quoi vous devez vous attendre comme processus, là, ne serait-ce qu'avant ou devant le tribunal. Donc, pour vous donner une petite idée de qu'est-ce que ça implique, on va passer les étapes une par une. Il faut savoir d'entrée de jeu que le projet du tramway est un petit peu particulier, comme Isabelle le mentionnait précédemment, parce qu'il y a une loi spéciale, donc la loi concernant le réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec, qui a été adoptée et qui fait en sorte de déroger à certaines règles générales en matière d'expropriation. Je vais les adresser, c'est quoi ces particularités-là, mais une qui est notable d'entrée de jeu, c'est il y a pas, en fait, la loi prévoit que les expropriés n'ont pas le droit de contester l'expropriation devant la Cour supérieure. Alors, il faut savoir que d'habitude, il y a la possibilité de contester le droit à l'expropriation en tant que tel et ensuite l'indemnité. Dans le cas du tramway, on a enlevé cette première possibilité-là, donc c'est seulement sur l'indemnité qu'il va y avoir possibilité de débattre ou de s'entendre. Alors, comment ça fonctionne dans ce cas-ci? L'expropriation débute par la signification d'un avis d'expropriation. Donc, vous allez recevoir ce papier-là là, dont Isabelle parlait. La Ville vous indique qu'elle exproprie votre immeuble ou une servitude. Et ensuite, c'est inscrit au registre foncier. À la prochaine diapositive, on peut voir qu'est-ce que va contenir cet avis d'expropriation-là. Donc, on va vous indiquer le numéro de lot sur lequel on exproprie, les fins d'expropriation. Ici, c'est assez clair, c'est pour le projet du tramway, mais ça va mentionner là, dans quel contexte. Et ensuite, ça va vous mentionner le délai de 15 jours que vous avez pour comparaître devant le tribunal administratif du Québec. Donc, c'est assez rapide. Quand on reçoit cet avis d'expropriation-là, il faut agir. Donc, dans les 15 jours, comparaître devant le taxe, si on est représenté par avocat, donc c'est nos avocats qui vont le faire, vont dire on est là, on entend contester l'indemnité et on va être présent devant le tribunal. Dans ce même délai de 15 jours-là, il y a une autre action qui est très importante à poser, c'est de déclarer par écrit à l'expropriant, dans ce cas-ci la Ville, les noms, adresses des locataires et les occupants de bonne foi. Donc, même s'il n'y a pas de bail, c'est un occupant qui est de bonne foi, là, comme que la loi l'appelle dans vos locaux, il faut quand même les dénoncer. Et donc, c'est ce que ça fait état, l'avis d'expropriation. Et ensuite, ça va vous dire à quelle date vous devez avoir quitté les lieux. Ça, c'est spécialement pour le tramway. C'est une des autres particularités de la loi. Donc, ça va déjà vous donner la date dès l'avis d'expropriation. Si on va à la seconde diapositive, donc, vous pouvez voir un peu, ça résume. Dans les 15 jours, les deux actions importantes à poser, comparaître devant le tribunal administratif. Il faut savoir que pour les personnes morales, donc les entreprises, c'est obligatoire d'être présenté par avocat devant le tribunal. Donc, il va falloir que vous mandatiez un procureur. Et, la fameuse dénonciation des locataires dont je vous parlais. C'est important de le faire et d'aviser la Ville que vous avez des locataires dans vos locaux parce qu'elle va pouvoir ensuite les aviser de cette expropriation-là. Et si elle n'a pas l'occasion de le faire parce qu'elle ne sait pas qu'ils existent, c'est le propriétaire, donc l'exproprié, qui pourrait être tenu des dommages subis par les locataires. Donc, on veut mettre ça dans la cour de la Ville pour qu'elle s'occupe de les aviser, qu'ensuite les procédures vont se continuer entre le locataire et la Ville. Donc, ça, c'est dans le premier 15 jours. À la suite, on a à la prochaine diapositive, dans un délai de 90 jours, suite à l'avis d'expropriation, donc dans les 3 mois, alors que normalement, c'est 30 jours, donc là, on a un petit peu plus de temps, la Ville va produire son offre détaillée. Donc, l'offre détaillée, ce que ça signifie, c'est qu'elle vous indique qu'est-ce qu'elle estime que vous avez droit comme indemnité, puis elle va détailler les postes là, donc, de ce qu'elle offre. En contrepartie, de notre côté, du côté de l'exproprié, il va être possible de produire sa réclamation détaillée. Donc, nous, qu'est-ce qu'on entend subir comme dommage et tous les postes également. Donc, dans le fond, c'est notre réclamation. Donc, après ça, on a les deux pour comparer s'il y a un terrain d'entente puis où est-ce que ça diverge. Donc, ça va assez rondement dans le cadre du tramway. C'est dans les 90 jours. Donc, suite à cet échange d'informations-là et de positions, il va s'opérer le transfert de propriété. Donc, comment ça fonctionne? Ça, c'est que la Ville va vous envoyer un avis municipal de transfert de propriété. Encore une fois, c'est un document qui est propre au projet du tramway, ça n'existe pas autrement.
Et cet avis-là va mentionner le montant de l'offre de la ville et la date à laquelle elle va prendre possession du bien. Alors là, il faut savoir que quand se parle de transfert de propriété, ça ne veut pas dire que tout va être réglé à la date où la ville va prendre l'immeuble. Le débat sur l'indemnité peut continuer, mais la ville va être devenue propriétaire. Et ça ne se fait quand même pas du jour au lendemain. Il y a un certain délai qui est donné. Là, vous ne vous réveillerez pas un matin sans que votre immeuble ne vous appartient plus. Il faut savoir que pour un usage résidentiel, dans le cadre du tramway, c'est un délai de 12 mois minimum. Donc, lorsque vous recevez l'avis municipal de transfert de propriété, il va y avoir 12 mois avant que la ville en prenne possession. Et à l'égard des usages agricoles, commerciaux ou industriels, c'est un 18 mois minimum. Donc, 1 an et demi avant, ce qui donne le temps de trouver des solutions. Est-ce qu'on déménage ou est-ce qu'on déménage? Ou, par exemple, si c'est juste des servitudes qui sont expropriées, est-ce qu'on réaménage des lieux? Ces choses-là. Et ensuite, bon, l'avis va mentionner que vous devrez avoir quitté l'immeuble avant la date de prise de possession qui va être annoncée. Donc, par la suite, il faut savoir qu'avant que la ville puisse prendre possession effectivement de votre immeuble, elle doit verser à la Cour une indemnité provisionnelle. Donc, c'est ce qu'Isabelle mentionnait tout à l'heure. Cette indemnité-là, ce que c'est une partie de l'indemnité totale auquel vous aurez droit au terme de l'ensemble du processus d'expropriation. En fait, c'est pour vous donner de la liquidité à court terme. Donc, effectivement, si vous avez besoin de déménager, de faire des travaux, des aménagements, vous allez avoir de l'argent plus rapidement pour les faire avant que le tribunal tranche sur l'indemnité finale. À quoi ça correspond, là, cette partie d'indemnité-là? Généralement, la règle, c'est que c'est 70 de l'évaluation municipale ou, dans le cadre d'un locataire, 3 mois de loyer. Par contre, il y a des cas plus spéciaux et c'est ceux de l'agricole, du commercial ou de l'industriel. Dans ces cas-là, il n'y a pas la règle du pouce là, de 70 elle doit être fixée. Normalement, c'est le tribunal administratif du Québec qui va regarder ce qui est demandé, les états financiers, qui va fixer l'indemnité provisionnelle. Mais dans le cas du tramway, c'est une autre particularité importante, c'est la ville elle-même qui va fixer cette indemnité provisionnelle-là. Mais ce n'est pas fait de façon arbitraire. Là. Elle doit fournir des documents au soutien de sa position pour qui justifie l'indemnité qu'elle vous accorde. Donc, elle va dire en vertu de tel document, voici les chiffres de cette exploitation commerciale-là, on estime que l'indemnité provisoire à ce statut devrait être de tel montant. Donc, ça, c'est pour avoir l'argent à court terme, mais ça ne signifie pas que vous ne pourrez pas demander plus au terme de l'indemnité finale ou de négocier plus. C'est vraiment juste temporaire. Alors, par la suite, dans le cadre du projet du tramway, il n'y a également pas de possibilité de s'adresser à la Cour pour demander de rester en possession du bien exproprié. Normalement, on pourrait, si ça cause préjudice, là, aller devant la Cour et dire non, j'ai besoin de plus de temps. Malgré cette règle-là, dans le cadre du tramway, ça ne sera pas possible vu le désir d'aller rondement et que le projet puisse se mettre en marche. Donc, ce que ça signifie, c'est que s'il y a résistance et on ne libère pas l'immeuble dans le délai demandé, la ville pourrait obtenir un avis une résistance à la prise de possession, un avis d'ordonnance pour que vous quittiez les lieux. Alors, c'est à avoir en tête, là, ça n'arrive pas souvent, mais sachez que ça existe. Donc, c'est important de respecter les délais. Alors, quand ces premières procédures-là sont faites, donc on a reçu notre avis d'expropriation, on sait ce que la ville entend nous offrir, on a dit à la ville ce qu'on aimerait obtenir comme indemnité, la ville prend possession de l'immeuble. Alors, comme je vous disais, ce n'est pas terminé, là, il nous reste le débat à faire. Donc, après ça, on se transporte devant le tribunal administratif du Québec, qui n'est pas la Cour supérieure, c'est un tribunal plus de proximité où ça va plus vite et qui a beaucoup de conférences de gestion pour discuter de l'indemnité. Donc, d'entrée de jeu, comment ça fonctionne généralement? Il y a une conférence de gestion qui est tenue avec le juge pour établir le calendrier des échéances, préciser c'est quoi les points de discorde, où est-ce qu'on ne s'entend pas sur l'indemnité, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Il faut savoir également qu'il est possible devant le tribunal administratif de tenir une conciliation. Donc, encore là, c'est une nouvelle possibilité de s'entendre à l'amiable, sauf que cette fois-là, c'est fait devant le juge conciliateur et c'est à huis clos, là, donc c'est confidentiel. Et on peut essayer de négocier encore une fois afin d'éviter un procès. Sinon, le processus va se continuer
Donc, il y aura des conférences préparatoires qu'on appelle, ce qui signifie qu'on échange la preuve, on échange avec le juge et on met en marche le dossier pour finalement se rendre à l'audience où il y a une preuve qui est administrée. Donc, souvent, dans la majorité des dossiers, c'est particulièrement vrai dans les dossiers commerciaux et industriels, il y a des experts, soit des évaluateurs ou des comptables qui vont agir dans le cadre du procès pour venir expliquer au juge la nature des dommages qu'on réclame, comment ils les ont calculés, comment on entrevoit ça. Donc, on va faire entendre ces experts-là. Évidemment, les propriétaires d'entreprises de l'immeuble viennent témoigner et finalement, il y a les avocats là, qui vont plaider la cause et qui vont expliquer au tribunal pourquoi vous avez droit aux indemnités qui sont réclamées. Et finalement, le TAC va rendre une décision et va confirmer l'indemnité finale auquel vous avez droit. Donc, il faut savoir que ces décisions-là sont appellables, mais seulement sur permission. Donc, la règle, c'est qu'il n'y a pas d'appel de plein droit des décisions du tribunal. Donc, ça fait un peu le tour du cheminement, comment ça fonctionne mécaniquement, une expropriation. Alors maintenant, Isabelle va continuer dans le vif du sujet sur à quoi vous avez droit comme indemnité d'expropriation. Merci, Audrey-Anne. Entre-temps, on a reçu 2 questions auxquelles je vais répondre. Une première question qui nous demande si les avis d'expropriation pour le tramway ont déjà été envoyés. À ma connaissance, quelques-unes, oui. À la séance du conseil d'agglomération de la fin juillet de mémoire, il y avait certains immeubles là, qui étaient listés là, comme devant faire l'objet d'une acquisition plus rapidement, étant donné qu'il y avait des infrastructures peut-être plus importantes là, sur ces lots-là. Donc, possiblement, je n'en suis pas personnellement informée, mais que ces lots-là ont déjà reçu les avis d'expropriation. Je sais aussi, pour avoir représenté des clients, que certaines ententes ont déjà été conclues, ont été entérinées à la séance du conseil d'agglomération du 22 septembre dernier. Donc, c'est-à-dire que dans ces cas-là, il n'y avait pas eu d'avis d'expropriation, il y avait eu une entente, puis que l'acquisition s'est concrétisée. Mais pour les autres, à ma connaissance, là, le long du trajet, ce n'est pas nécessairement envoyé. Et ensuite, on a une autre question, savoir si vous avez reçu l'invitation pour notre conférence d'aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que vous êtes 100% sûr de recevoir un avis d'expropriation? Non. Nous, on n'est pas dans le secret des dieux du tout. Là. On a le même tracé public auquel vous avez accès et on a invité les propriétaires de l'eau le long de ce tracé-là. Donc, ça ne veut pas dire que tout le monde va être exproprié. Assurément, tout le monde va subir en tout cas quelques parties de travaux parce que le tramway passe devant chez vous. Mais nous, on ne le sait pas là, si vous allez ou non être exproprié. On voulait juste que vous soyez bien informés pour savoir comment agir si tel est le cas. Ensuite, on reçoit une autre question qui dit à quel moment l'expropriation est tenue de donner son avis. Est-ce que la Ville est tenue de nous aviser afin de retirer cet avis? Il n'y a pas de délai dans lequel la Ville doit vous aviser. Là. C'est vraiment elle, pour l'évolution de son projet, si on veut, qui sait quand est-ce qu'elle va avoir besoin de prendre possession de votre terrain ou de la servitude ou peu importe. Puis ben là, elle fait un compte à rebours avec les délais qu'on a vus tantôt. On a parlé d'un 90 jours, d'un 15 jours, tout ça. Donc, elle doit vous l'envoyer à temps pour qu'elle puisse l'avoir, mais il n'y a pas de délai dans lequel elle est obligée de vous envoyer son avis d'expropriation. Puis est-ce que, là, je ne suis pas sûre que je comprends la question, mais si ça veut dire, est-ce qu'elle peut changer d'idée une fois que l'avis d'expropriation a été envoyé? La réponse est oui. Elle peut changer d'idée puis finalement dire qu'elle n'en aura pas besoin, mais après une certaine étape, c'est-à-dire après que les offres aient été échangées, elle doit demander la permission du tribunal pour pouvoir retirer son avis d'expropriation. Puis si elle le fait, bien, il y a aussi des dommages auxquels vous avez droit. On n'entre pas spécifiquement là, dans ce cas de figure-là dans la présentation aujourd'hui, mais c'est possible. Puis ensuite, on nous demande, est-ce qu'on sait depuis quand les gens étaient au courant des possibilités que leur propriété soit expropriée ou demande de servitude? Bien, je vous dirais que la majorité, d'après moi, ne le sont pas encore. C'est vraiment ceux qui avaient des grosses infrastructures sur leur terrain qui sont informés depuis un certain temps, plusieurs mois, mais la majorité, selon moi, ne le sont pas encore. Donc, ça fait une première vague de réponses aux questions. Donc, ça me permet d'embarquer maintenant sur l'indemnité d'expropriation. Donc, si on va à la prochaine slide,
Le principe général, c'est l'article 58 de la loi sur l'expropriation qui dit que, bon, c'est du ressort exclusif du tribunal administratif, évidemment, et il y a deux choses dans une indemnité d'expropriation. L'indemnité est fixée d'après la valeur du bien exproprié. Ça, c'est ce qu'on appelle l'indemnité immobilière. Et ensuite, du préjudice directement causé par l'expropriation, c'est ce qu'on appelle l'indemnité accessoire. Donc, on va évidemment là, aller plus en détail sur ces deux volets-là de l'indemnité à laquelle vous avez droit. Si on va à la prochaine slide, pour quantifier l'indemnité immobilière, il faut savoir que c'est une valeur au propriétaire qui est payée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand même un peu abstrait, je vous le donne. Ce n'est pas nécessairement la valeur marchande du bien. Parce que la valeur marchande, c'est quand le vendeur veut vendre puis l'acheteur veut acheter. En expropriation, le vendeur ne voulait pas vendre. Donc, la valeur au propriétaire peut être peut-être un peu plus élevée que la valeur marchande si ça revêt là, une valeur particulière pour le propriétaire. Une valeur qu'il n'y aurait pas nécessairement pour quelqu'un d'autre, un acheteur et un vendeur là, objectif, si on peut dire ça comme ça. La valeur au propriétaire, ça tient compte de quoi si on change de diapo? Donc, comme je viens de vous dire, on n'est pas un vendeur ordinaire parce qu'on ne voulait pas vendre. Le bien n'est pas placé sur le marché non plus. L'exproprié est forcé de transiger à un moment qui lui convient probablement pas. Les chances sont que ça ne lui convient pas. Ce n'est pas. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, il faut garder en tête qu'on ne cherche pas un prix, on cherche une indemnité. Et l'indemnité doit comprendre tout un élément d'adaptabilité particulière. Donc, il faut replacer l'exproprié dans la même situation qu'avant l'expropriation. Donc, pas mieux, pas pire, la même situation. Il faut qu'il soit entièrement indemnisé. C'est ce qu'on appelle la valeur au propriétaire. Si on change de diapo, donc la valeur comprend l'indemnité immobilière, comme je vous disais tout à l'heure, la première partie de l'article 58. L'indemnité immobilière, c'est la valeur du terrain, la valeur des bâtiments, des dépendances, évidemment, la valeur des améliorations au sol aussi. Donc, ça peut être l'asphalte, ça peut être l'aménagement paysager, ce genre de choses-là. Ça, c'est l'indemnité immobilière. Ça, c'est assez facile, entre guillemets. C'est évalué par un évaluateur agréé habituellement. Il va y avoir un évaluateur de chaque partie. Ils vont peut-être s'entendre sur la valeur, peut-être pas. L'endroit où il y a plus de variations, qui est vraiment plus au cas par cas, c'est l'indemnité accessoire. C'est le préjudice engendré directement par l'expropriation. Et là, c'est le mot directement qui est important. Il faut que ce soit vraiment un préjudice qui découle de l'expropriation. On peut parler, par exemple, de perte de convenance, de perte économique spéciale. Supposons qu'il y a juste une partie de votre terrain qui est expropriée, puis que là, ça vient changer la façon dont vous pouvez vous servir du reste de votre immeuble. Par exemple, un cas que j'ai représenté, c'était un chemin qui était exproprié, un chemin public qui coupait la terre en deux de mon client. Donc, ça avait pour effet, lui, c'était une terre forestière, donc il était habitué, c'est un chemin qui existait, mais c'est son chemin à lui. Il était habitué de circuler avec sa machinerie sur le chemin pour aller couper des arbres, pour aller récolter du sirop, pour aller déneiger d'autres secteurs. Puis là, il ne pouvait plus circuler avec toute sa machinerie sur ce chemin-là. Donc, on a réclamé une perte de valeur de convenance. C'est quelque chose qui est difficilement quantifiable, mais qui change sa façon d'opérer. Donc, ça rentrait dans l'indemnité accessoire. Pour une entreprise, bien, ça peut être une perte de profit. Par exemple, si, bon, pendant la période de relocalisation, il faut qu'elle ferme pendant 2, 3 jours, une semaine, peu importe, le temps de se réinstaller, bien, il y a une perte de profit là. Ça peut être une perte de profit aussi le temps que la clientèle s'habitue à aller au nouvel endroit. Donc, ça rentre dans l'indemnité accessoire aussi. L'indemnité de relocalisation, évidemment, tous les frais qui sont engendrés, le déménageur, les frais de changement d'adresse, les frais de réinstallation, est-ce qu'il faut que vous construisiez un nouvel immeuble, que vous aménagiez des nouveaux locaux, tout ça, ça rentre dans l'indemnité accessoire également.
quelle est la date qu'on retient pour déterminer, parce que la valeur, il faut l'établir à un moment, à un jour X, et habituellement, c'est la date de transfert de propriété. Donc, ça veut dire que si vous recevez, par exemple, un avis d'expropriation aujourd'hui, bien là, on se rappelle, il va y avoir une offre détaillée, il va y avoir une réclamation détaillée, il va y avoir le paiement d'une indemnité provisoire. Ensuite, il va y avoir un délai avant de la prise de possession. Donc, ça va être au moment du transfert de propriété que l'on va se dire, OK, c'est maintenant qu'on évalue la valeur. C'est peut-être dans un an, même si peut-être pas, peut-être ça va aller beaucoup plus vite, mais ça pourrait être dans plus longtemps. Donc, c'est à cette date-là qu'on évalue la valeur là, de l'indemnité. Et l'indemnité, c'est important aussi de se rappeler qu'elle est évaluée selon l'usage le meilleur et le plus profitable. Qu'est-ce que c'est l'usage le meilleur et le plus profitable? On ne rentrera pas dans ce détail-là ici, mais il y a 6 critères qui doivent être analysés pour déterminer si c'est ça le meilleur usage le plus profitable du lot. Et un des critères, c'est la réglementation de zonage. Donc, il faut se dire qu'on va être indemnisé pour ce qui est permis au règlement de zonage. Donc, supposons que nous, c'est une résidence, je donne un exemple là, totalement fictif, on a une résidence unifamiliale, puis on se dit, ouais, mais là, ça serait le fun que je me fasse indemniser pour un 6 logements, ça vaudrait plus cher. Mais si le règlement de zonage ne permet pas un 6 logements, si on n'a entamé aucune démarche pour modifier l'usage qui est exercé, l'usage le meilleur et le plus profitable, ce ne sera pas 6 logements, ça va être résidence unifamiliale et c'est cette valeur-là qu'on va aller rechercher. Si on passe à la prochaine diapo, toujours sur l'usage le meilleur et le plus profitable, c'est possible de faire abstraction d'une situation économique ou juridique qui serait temporairement défavorable et qui risquerait de pénaliser l'exproprié à un moment où il n'a pas choisi de vendre sa propriété. Donc, si on est, par exemple, si on était dans une récession au moment du transfert de propriété, mais que l'année d'avant, tout allait bien, puis mon immeuble valait plus cher, bien, on peut en tenir compte pour ajuster notre date d'évaluation, pour reculer, là, pour éviter de pénaliser l'exproprié, parce qu'on se rappelle, on cherche une valeur au propriétaire, l'exproprié ne voulait pas vendre, donc il est possible là, de faire abstraction de ça. Si on parle maintenant du fardeau de la preuve, on se rappelle, il y a 2 volets, l'indemnité immobilière, l'indemnité accessoire. Le fardeau de la preuve de l'indemnité immobilière, c'est l'expropriant qui l'a. Donc, c'est la ville ici qui a le fardeau de démontrer ça vaut combien. Évidemment, l'exproprié peut contester cette valeur-là, présenter sa propre expertise, évidemment. Mais il peut aussi être d'accord avec la preuve que va faire la ville, puis c'est à la ville de faire cette preuve-là en premier lieu. C'est le contraire pour l'indemnité accessoire ou secondaire. Les dommages causés par l'expropriation, c'est à l'exproprié de les prouver. Donc, ce ne sera pas tout de dire, moi, j'ai droit à 100 000 $ d'indemnité de relocalisation. Bien, il va falloir le prouver, ce 100 000 $ d'indemnité de relocalisation-là. Il va falloir produire au départ, ça va être des estimés. Ensuite, ça va se transformer en facture pour les frais de déménagement, l'aménagement du local. Donc, ça va être à nous de faire cette preuve-là. Prochaine diapo. Donc, l'expropriant, si on résume, a le fardeau de la preuve pour la partie de l'indemnité qui touche la valeur de l'immeuble ou du droit réel immobilier, là, donc par exemple une servitude. C'est lui qui doit faire la preuve de ça dans l'objectif, comme on l'a dit, de replacer l'exproprié dans une situation aussi avantageuse qu'il se trouvait avant d'être forcé de céder sa propriété. Et en cas de doute quant à la preuve, le tribunal va donner préséance habituellement aux arguments de l'exproprié et à celle de ses experts. Donc, l'indemnité immobilière, c'est ce qu'on appelait avant l'indemnité principale. Si on résume maintenant l'indemnité accessoire, c'est le locataire, s'il y a lieu, ou l'exproprié, l'occupant de bonne foi qui a le fardeau pour cette indemnité-là, ce qui inclut tous les dommages directement causés par l'expropriation. C'est ce qu'on appelle, comme on l'a dit, l'indemnité accessoire.
Il y a des règles particulières à tenir compte dans le cas qui nous occupe pour le projet de tramway. C'est l'article 7 qui vient dire que l'indemnité d'expropriation ne tient pas compte de la plus-value attribuable à l'annonce publique du tracé projeté pour le réseau ou l'emplacement projeté de ces gares ou de ces stations. Qu'est-ce que ça veut dire, grosso modo? C'est que vous avez un terrain, vous aviez un projet, par exemple, développement multirésidentiel qui valait X dollars, vous étiez en train de le développer. Bon, là, vous ne pourrez pas le développer, la ville va vous l'acheter, mais vous ne pourrez pas dire, ouais, mais là, attends un peu, ça vaut encore plus cher parce que j'ai une gare à proximité, parce que je vais pouvoir le densifier plus, parce que les gens vont être plus intéressés à aller là, parce que le transport va être plus facile, peu importe. Ça vaut le prix du projet, mais ça ne vaut pas plus parce que maintenant, le projet est desservi par un tramway. Donc, la plus-value ne pourra pas être réclamée. Toujours parce que l'objectif, c'est de vous replacer dans la même situation que vous étiez avant l'expropriation. Donc, avant l'expropriation, avant l'annonce, il n'y en avait pas de tramway. Donc, il faut vous replacer dans cette situation-là. Si on va à la prochaine diapo, la perte de convenance. En fait, on va regarder quelques concepts là, que l'évaluateur peut considérer. Je vous en ai parlé brièvement de la perte de valeur de convenance quand je vous ai donné l'exemple du chemin qui divisait la propriété en deux. On cite un extrait de Leduc contre Michaud, là, qui est une décision qui date de 1940. On dit lieu de tenir compte de la valeur de convenance qui se rattache à certains aménagements, à certaines commodités ou à une combinaison des lieux plus ou moins avantageuses pour l'occupant. Donc, ça fait partie de l'indemnité accessoire. C'est quelque chose qui peut être recherché, là. Vous ne pouvez pas utiliser votre lot de la même façon qu'avant l'expropriation. Ensuite, à la prochaine slide, on a la perte économique spéciale. Ça correspond à un arrangement désirable qui procurait un avantage économique qui est maintenant perdu. Par exemple, on a un propriétaire qui a une résidence sur un emplacement qui est partagé avec un bâtiment dans lequel il opère son commerce. Est-ce que ça va être possible de se retrouver exactement ça, de se relocaliser dans une situation exactement pareille? Peut-être pas, vu les règles de zonage qui ont changé. Mais ça avait quand même un avantage économique pour le propriétaire qui n'avait pas besoin de se déplacer pour aller au travail, qui n'avait peut-être même pas besoin de voiture. Donc, c'est une perte économique spéciale qui est vraiment particulière à un individu, qui est quelque chose qui pourra être réclamé aussi dans l'indemnité accessoire. Donc, encore une fois, l'indemnité accessoire, ça va être particulier à chaque situation. Ça va être composé des dommages directement causés à la propriété expropriée. Et c'est des experts qui vont pouvoir vous aider à identifier correctement l'ensemble des dommages puis à les calculer aussi pour que vous ayez droit à la meilleure indemnité. Parce que souvent, on ne voit peut-être pas tout ce à quoi on a droit. Donc, c'est pour ça que c'est important là, de s'adjoindre des experts pour vous aider à naviguer là-dedans, des avocats, oui, des experts évaluateurs aussi, évidemment. Et là, on va vous donner là, quelques exemples. Là, Audrey-Anne va vous donner des exemples plus particuliers de chacune des situations. Puis je pense que ça va répondre à la question là, de M. Boisvert, là, par exemple, qui nous demandait quelle est l'indemnité qu'une entreprise peut obtenir. Si après les exemples, là, vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas à nous reposer la question. Tout à fait. Alors, pour faire suite à ce vocabulaire un peu technique-là, on a pensé, on va vous donner des exemples pratiques là, de qu'est-ce qu'on voit dans les dossiers, qu'est-ce qui peut être réclamé. Par exemple, pour un terrain vacant, d'usage résidentiel, commercial ou industriel, mais un petit terrain d'une petite superficie, souvent, ce qu'on va voir, c'est perte de valeur du résidu. Le résidu, c'est le reste du terrain qui demeure, qui n'est pas exproprié. Les pertes de convenance ou économiques spéciales, comme Isabelle vient de vous entretenir. Une perte de plus-value reliée au potentiel du site. Des frais qui auraient été reliés à la construction projetée du bâtiment. Donc, qu'est-ce que vous avez déjà entrepris comme frais? Avez-vous fait des plans? Avez-vous fait affaire avec un architecte, par exemple, des professionnels dans ce sens-là? Ça peut également être un dommage. Et l'écart entre la valeur marchande du bien exproprié et le coût d'acquisition d'un substitut comparable. Donc, si vous avez à vous racheter un terrain, mais qu'il n'y en a plus à la même valeur, il n'y en a plus disponible, qu'est-ce que vous êtes capable de trouver? L'écart entre ces
ces deux coûts-là pourraient être indemnisés. À la seconde diapositive, on a la même chose, un terrain vacant, mais c'est cette fois-ci de grande superficie. Donc, on pense souvent à des terrains de développement, par exemple résidentiel ou commercial, alors qu'il y avait un projet là, par des promoteurs. On va retrouver sensiblement des dommages similaires, mais il y en a souvent en plus. Donc, la perte de valeur au résidu, encore une fois, si on avait une grande propriété, puis on se retrouve juste avec un petit terrain, ça n'a pas la même valeur. Les frais de promotion ou les profits du promoteur, c'est ce qui était envisagé comme projet. Les frais qui auraient pu être encourus à ce jour dans le développement du projet, donc les études qui ont été faites, les professionnels, encore une fois. La perte de profit capitalisée sur les ventes d'unités. Par exemple, si on avait prévu mettre des maisons, des jumelés, des condos qui ne sont pas encore construits, bien, il y avait du profit envisagé là-dessus. Également, la perte de profit de vente des emplacements, donc des terrains en tant que tels. Si tel est le cas, s'il y a des frais de bris de contrat, si vous étiez un peu plus avancé dans le processus, perte d'option sur l'achat d'un terrain, dommages de sectionnement du terrain également. C'est des choses qui sont toutes envisagées et à discuter avec les évaluateurs et avocats. Il y a également les propriétés commerciales. Bon, dans ce cas-ci, à quoi on peut s'attendre pour une propriété commerciale? Si on parle, par exemple, de relocalisation, donc vous devez quitter les lieux et remettre votre commerce ailleurs, il va y avoir évidemment des frais pour l'enseigne, par exemple. Les manœuvres de circulation, ça, on peut même penser dans le cas d'une servitude, si les camions ne peuvent plus vraiment circuler pour venir à la livraison ou c'est plus difficile pour les clients d'accéder, ça peut être compensé. L'entreposage d'équipement pendant le déménagement, frais de bureau, de papeterie, du stationnement excédentaire. Vous devez payer, par exemple, un stationnement ailleurs parce que lui, de votre commerce va être occupé pendant les travaux ou à long terme en raison du tramway. Les frais de déménagement de l'inventaire, évidemment. Et là, il y a tout ce qui en découle, par exemple, la perte de productivité. Donc, vous n'avez pas été capable de faire autant de travail qui est normalement fait parce que vous êtes occupé dans le déménagement, les pertes de revenus que ça encourt, les pertes de matières premières. Vous pensez, par exemple, à un restaurant qui a de la nourriture, des choses périssables rapidement. Les frais d'employés supplémentaires, frais de fermeture du commerce. Évidemment, il y a toute la publicité additionnelle que vous devrez faire si vous avez déménagé pour annoncer le déménagement. Le coût d'acquisition du bâtiment substitue et s'il y a lieu de fermer, bien, il y a des frais de fermeture aussi qui peuvent s'appliquer. Non, pour des propriétés locatives commerciales. Alors, pour le propriétaire, ça va être sensiblement la perte de revenus, son principal dommage, le loyer, mais pour le locataire, il peut également avoir des pertes de revenus de ses activités commerciales. Et on va retrouver également l'enseigne, les frais de bureau, les frais de déménagement, d'entreposage, de stationnement, par exemple, ou des pertes par rapport aux conditions financières avantageuses dans le marché. Donc, si vous aviez votre commerce sur une artère particulière, il y avait beaucoup d'achalandage, il n'y en a plus disponible, vous devez vous relocaliser ailleurs, loin, par exemple, des artères où il y a beaucoup de visibilité. C'est toutes des choses à prendre en compte pour octroyer l'indemnité en matière commerciale. Donc, ce n'est pas une liste exhaustive, là, loin de là. C'est simplement pour vous donner des idées sur jusqu'où ça peut aller, qu'est-ce qu'on doit prendre en compte pour établir l'indemnité, quelle sorte de dommages qui peut être octroyé. Et il faut savoir qu'il y a peu de limites. C'est vraiment tous les dommages sont causés directement par l'expropriation. Donc, dans la mesure où il y a ce lien de causalité-là, les dommages sont tous indemnisables. On s'est posé la question aussi, souvent les grands travaux d'infrastructure comme celui du tramway causent non seulement des expropriations, mais des inconvénients autres. Par exemple, du bruit, de la poussière, certainement du dérangement sur des travaux qui vont durer plusieurs années. Alors, est-ce que dans ce cas-là, on peut considérer que c'est un préjudice directement causé par l'expropriation qui permettrait d'obtenir une indemnité en vertu de la loi, l'article 58? Alors, ce que la jurisprudence montre, c'est la règle générale est à l'effet que les citoyens doivent subir les inconvénients normaux de travaux qui sont faits dans l'intérêt public. Alors, tout le monde doit subir ce qui peut être normal parce qu'on construit un projet porteur jugé d'intérêt public. Par exemple, les inconvénients qui vont être jugés anormaux, eux, vont être indemnisables. Donc, qu'est-ce qui peut être anormal? Ça dépend évidemment de chaque situation et les cas particuliers. Mais on a jugé, par exemple, l'accès impossible au commerce, que c'est un inconvénient anormal, une perte de clientèle, des bris au terrain privé,
il y a des décisions du tribunal qui sont venues confirmer que des inconvénients comme ça étaient anormaux et en conséquence directe de l'expropriation. Donc, ils étaient indemnisables, et ça, même si c'est des travaux en tant que tels, et pas le fait que la ville achète une partie de votre terrain qui vous cause ces dommages-là. À titre d'exemple, j'ai en tête un restaurant de déjeuner particulièrement. C'était dans le cas de travaux à Montréal. Donc, on a jugé qu'il y avait une perte de profit, perte de clientèle parce qu'il y avait du bruit, la poussière, des travaux importants qui étaient faits et que ça dérangeait particulièrement un commerce de déjeuner puisque les clients sont là pendant que les travaux s'effectuent versus les restaurants du soir, par exemple, où les travaux étaient stoppés, il n'y avait pas tout ce bruit, cette poussière-là. Donc, la Cour a jugé qu'il y avait à ce moment-là un préjudice particulier, et même si c'était des inconvénients reliés aux travaux, ça a été indemnisé. Et finalement, il est à noter que les dommages qui pourraient être causés par la mise en exploitation, donc après quand le tramway va rouler, il va être fonctionnel, eux, ce n'est pas des dommages qui vont être liés à l'expropriation. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas indemnisables ou que ça ne cause pas un préjudice. Simplement, la Cour a mentionné qu'il fallait alors s'adresser aux tribunaux de droit commun. Donc, on peut penser à la Cour du Québec ou à la Cour supérieure pour faire indemniser des dommages comme ça qui pourraient intervenir après, une fois que le tramway est en fonction. Donc, je vais redonner la parole à Maître Landry. Oui, vas-y. Oui, merci. Donc, juste avant, on a eu une autre question. Par exemple, on nous demande, et c'est pertinent, là, comme une personne orale est obligée de se faire représenter par avocat devant le tribunal, est-ce que les frais juridiques et les frais d'expert peuvent être réclamés à titre d'indemnité accessoire? Alors, j'ai une bonne puis une moins bonne nouvelle. Les frais d'expert, oui. Les frais d'expert sont remboursables. La règle, c'est en autant qu'ils aient été utiles au tribunal. Donc, c'est sûr que si votre expert, par exemple, il n'y a pas de crédibilité, le tribunal le rejette son expertise, n'en tient pas compte, bon là, peut-être que ces frais ne seront pas remboursés, mais sinon, règle générale, ça va l'être. Par contre, les frais d'avocat, la réponse, c'est non. Ce n'est malheureusement pas remboursable. En expropriation, jamais. Puis même, de toute façon, dans tous les autres recours là, civils d'autres natures, c'est très rarement remboursé. Il faut qu'il y ait abus, mauvaise foi de la part de l'autre partie, peu importe. Puis ici, en plus, j'aurais envie de dire que de toute façon, ce ne serait pas directement causé par l'expropriation parce que c'est pas l'expropriation en tant que telle qui fait que vous engendrez les frais juridiques, mais plutôt la loi sur le barreau qui vous oblige à être représenté par avocat. Donc, les frais d'avocat, non, ne seront pas remboursables, malheureusement. Donc, si j'en arrive maintenant aux autres possibilités, parce que là, depuis le début, on vous dit, bien, vous pouvez vous faire indemniser, mais il y a aussi d'autres solutions qui peuvent des fois être envisagées, être discutées avec la Ville. Il y a le déplacement de la construction. Ça peut, par exemple, si on a une construction sur un terrain qui pourrait être déplacée sur un terrain voisin ou dans une autre partie du terrain qui, elle, n'est pas expropriée, puis qui pourrait continuer d'être correctement là, exploitée à un autre endroit, bien, on peut demander au TAC de forcer l'expropriante, la ville, à transporter la construction à l'endroit qui va être déterminé par le tribunal dans le délai qui va aussi être déterminé par le tribunal, à condition que là, le déplacement ait pour effet de diminuer le coût de l'expropriation. Évidemment, si ça coûte plus cher de déplacer que, par exemple, vous indemniser pour vous relocaliser, ce ne sera pas cette option-là que le tribunal va ordonner. Ensuite, on peut aussi parler d'offrir un terrain de remplacement. Je viens de conclure une négociation à Lévis, donc ce n'est pas dans le cadre du tramway, mais une autre expropriation, où l'offre d'un terrain de remplacement a été une partie de l'indemnité. Dans le cas qui nous occupe, on perdait des terrains de stationnement. Donc, ce que mon client souhaitait le plus, c'est retrouver des terrains de stationnement pour que son commerce puisse continuer d'être opéré sans problématique. Donc, on a fait un transfert de propriété. On s'est fait offrir un terrain de remplacement pour retrouver les stationnements, mais qui ne comblait pas tous les dommages. Donc, évidemment, il y a eu une indemnité aussi là, qui a été payable. Dans notre cas, on s'est entendu, donc on n'a pas eu besoin d'une ordonnance du tribunal, mais c'est possible de demander une ordonnance du tribunal pour se faire offrir un terrain de remplacement dans la mesure où ça vient, encore une fois, diminuer l'indemnité. Ensuite, on a l'expropriation totale ou partielle de la partie restante.
Tantôt, Audrey-Anne vous parlait, par exemple, d'un dommage aux résidus. Donc, si la ville exproprie une certaine partie de votre terrain, puis que là, la partie qui reste est petite, elle vaut moins cher, on peut réclamer la différence. Fait que ça, c'est une possibilité. Mais il est possible aussi de dire que ben, la partie restante, le résidu, ne peut plus être convenablement utilisée. Donc, la ville doit me l'acheter en entier ou en partie. Dans un des dossiers que je viens de régler, que je vous disais qui était passé au conseil d'agglomération le 22 septembre, c'est quelque chose qu'on avait invoqué avec la ville. On s'est entendu encore une fois, donc il n'y a pas eu de nécessité d'ordonnance, mais on s'est entendu là, pour qu'il y ait une plus grande superficie qui soit acquise parce que c'était pas possible d'utiliser la superficie restante là, convenablement. Donc, c'est une autre possibilité. Puis évidemment, s'il exproprie plus grand, bien, il vous paye plus grand aussi. Là. Il vous paye la partie là, qui va être expropriée également. Et ensuite, les frais de justice, les honoraires extrajudiciaires, les troubles, ennuis, inconvénients, bien, j'en ai déjà un peu traité en répondant à la question. Le TAC va tout mettre ça dans son ordonnance. Qu'est-ce qui est remboursé, par exemple, les frais d'expert en tout ou en partie. S'il n'y a pas d'entente, s'il y a entente, si on ne se rend pas devant le tribunal, évidemment qu'on peut les inclure quand même dans notre règlement. On fournit à l'expropriante les frais d'expert qu'on a engagés, puis dans la grande majorité des cas, ça va être remboursé également. Sachez que la Ville de Québec, par contre, c'est auto-dotée d'un barème sur les honoraires d'experts qu'elle rembourse et qu'elle s'est mis un cap là, selon la valeur de l'expropriation à 15 000 c'est des règles internes à la ville. Là. Ce 15 000 $-là n'existe pas en jurisprudence. Là. Donc, si vous ne vouliez pas vous entendre à ce prix-là, ben, vous pourriez aller devant le tribunal là, pour vous assurer d'avoir le remboursement des frais d'experts auxquels vous croyez avoir droit. Il y a aussi troubles, ennuis, inconvénients. C'est des frais de gestion du dossier, souvent là, qu'on met pour compenser le temps que les expropriés doivent mettre là, dans le dossier. Donc, le temps que vous avez rencontré vos avocats, qu'on vous demande de sortir plein de papiers, tout ça. Donc, compilez votre temps, là, le temps que vous mettez là-dessus. Par contre, on est encore au Québec, là, c'est pas des postes très lucratifs comme ça pourrait être le cas aux États-Unis, par exemple. On est souvent là, dans le 5 000 $ et moins là, pour les troubles, ennuis, inconvénients. Il y a aussi, on ne l'a pas marqué sur la diapo, mais l'article 68 de mémoire, qui est l'indemnité additionnelle. C'est un 1% de plus que les intérêts au taux légal qui sert à compenser quand le processus a été très long. Donc, d'emblée, là, moi, je le réclame toujours dans toutes mes réclamations. Habituellement, il est payé. Là. On n'a pas besoin de faire une très grande preuve là, parce que malheureusement, habituellement, le processus se révèle quand même assez long. Là. Donc, c'est un 1% de plus là, qu'on rajoute au taux d'intérêt légal. Donc, ça fait le tour. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Pour l'instant, je n'en vois pas là, qui ont été reçues. N'hésitez pas, on prend l'initiative par la suite à la présentation. Elle va vous être transmise par courriel, au courriel avec lequel vous vous êtes inscrit à la conférence. Donc, vous pourrez le relire là, ou revoir des passages si ça a été un petit peu trop rapide. Puis par la suite, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous joindre directement, Maître Landry ou moi, là, à nos courriels. Ça va nous faire plaisir d'adresser vos situations particulières. Je ne vois pas d'autres questions, donc je pense que ça fait le tour. On est rentré dans notre temps, on va vous laisser aller dîner. Puis effectivement, là, dans le courriel, là, vous allez avoir nos coordonnées. Donc, si vous avez des questions qui surgissent par la suite, gênez-vous pas. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Merci beaucoup de votre participation et à bientôt.